Bienvenue mes amis dans un nouveau chapitre. Nous avons arrivé maintenant au deuxième chapitre qui est la spécification des besoins. Donc comme objectif de ce chapitre, généralement il est formé de deux parties. La partie besoins fonctionnels et la partie besoins non fonctionnels. Donc on commence par énoncer les différents éléments de ce chapitre. Donc, comme d'habitude, on va commencer par l'introduction. Donc, concernant l'introduction, dans ce chapitre, l'étudiant donnera une vision préalable sur le contenu de ce chapitre. Donc, si l'étudiant ne fera pas un stage au sein d'une société, il devra contacter son encadrant pour lui aider afin de définir le cahier de charge. Donc, et lors de l'analyse des besoins, l'étudiant doit faire la distinction entre besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels. Les besoins fonctionnels répondent aux points précis du cahier de charge et sont donc requis par la société. Ils ne sont pas négociables en général, c'est le besoin primaire de la société. Alors que les besoins non fonctionnels sont des besoins ou bien des contraintes liées à l'implémentation et à l'interopérabilité générale. Ils peuvent être fixés par la société ou par l'étudiant. Deuxièmement, c'est la spécification des besoins fonctionnels. Donc, les besoins fonctionnels sont les besoins indispensables auxquels doit répondre l'application. Pour plus de clarification, il est recommandé de présenter les besoins en indiquant les besoins globaux puis les détailler. Pour cela, il est possible d'utiliser les puces ou les numérotations comme suit. Par exemple, pour le besoin fonctionnel ou bien le sous-besoin fonctionnel numéro 1 ou bien numéro 2, disons l'organigramme suivant. Donc ici, comme besoin fonctionnel global 1, on a deux sous-besoins fonctionnels numérotés 2.1.1 et 2.1.2. On peut avoir plus que ça. Et dans un deuxième besoin fonctionnel global, on a aussi deux éléments. Troisièmement, on va parler des spécifications des besoins non fonctionnels. Donc, les besoins non fonctionnels sont les besoins qui permettraient d'améliorer la qualité du service de l'application, comme la convivialité et l'ergonomie des interfaces, l'amélioration du temps de réponse, la sécurité, etc. Il est généralement possible de les présenter sous forme de puces. Je vais vous dire une remarque importante, c'est que les étudiants doivent adopter le langage de modulation IML. Le chapitre de spécification des besoins devrait comprendre les diagrammes de cas d'utilisation dont nous détaillons dans la suite à la structuration. Donc, quatrièmement, on aura la présentation des cas d'utilisation. Cette partie est formée de trois sections. La première, c'est la présentation des acteurs. Dans ce paragraphe, l'étudiant présentera en bref les différents acteurs de l'application. Deuxièmement, on aura, c'est un élément très important, c'est la description des cas d'utilisation. Donc, à ce niveau, les cas d'utilisation peuvent être présentés par deux façons, que ce soit par acteur ou par fonctionnalité. Généralement, si les fonctions des acteurs sont complètes indépendamment. C'est la première solution qui est adoptée. Si en revanche, une fonctionnalité du système fait intervenir plusieurs acteurs, c'est la deuxième possibilité qui est adoptée. Si les cas d'utilisation présentant certaines ambiguïtés doivent être complétés par une description textuelle en présentant les points suivants. On peut utiliser le tableau suivant qui va détailler un cas d'utilisation. Donc, voici la description du cas d'utilisation, supposons nommé XX pour l'acteur X. Donc, c'est un tableau qui contient deux colonnes. Donc, dans la première colonne, on va donner le numéro de cas d'utilisation.
Par la suite, l'acteur intervenant dans cette catégorisation, dans ce cas d'utilisation, l'objectif, la précondition, la post-condition, et les scénarios nominaux et les scénarios alternatifs ou bien nominaux ou alternatifs. Je vais prendre un exemple à la fin de ce cours pour bien clarifier ce chapitre. Bon. La précondition, ce sont les conditions devant être remplies pour exécuter le cas d'utilisation, alors que les post-conditions, ce sont les conditions nécessaires pour que le cas d'utilisation soit considéré comme achevé. Le scénario nominal, c'est le scénario indiquant les étapes pour réaliser le cas d'utilisation et ne comprend pas d'alternance. Il peut être également remplacé par un diagramme de séquence. Le scénario alternatif, c'est le scénario indiquant les éventuelles étapes différentes liées au choix de l'utilisateur, par exemple. Donc, par la suite, on a le diagramme de cas d'utilisation global. Donc, à ce niveau, l'étudiant devra mettre le diagramme de cas d'utilisation global en le dessinant avec le logiciel approprié pour la modélisation conceptuelle telle que, par exemple, Visual Paradigm, PowerAMC, Rational Rows, StarEML, etc. Donc, et par la suite, on va finir par une conclusion. Donc, pour bien clarifier ce chapitre, voilà un exemple qui concerne la gestion des publications pour les chercheurs. Donc c'est un projet qui permet de développer une application web qui permet pour permettre ou bien pour faciliter aux chercheurs de manipuler ou bien déposer ces publications. Donc comme vous voulez, vous pouvez mettre le titre du chapitre dans une feuille à part ou bien de les mettre ici avant l'introduction, c'est à votre choix. Donc comme d'habitude, on va commencer par une introduction. Par la suite, on a la spécification des besoins fonctionnels. Donc ici, à ce niveau, on va par exemple parler un peu comme introduction, petite introduction ou bien un texte introductif pour les besoins fonctionnels. Quand on dit par exemple, les besoins fonctionnels expriment un ensemble d'actions que doit effectuer le système en réponse à une demande. L'analyse des besoins fonctionnels nous amène à dégager les fonctions suivantes. Par exemple, là, on a dégagé l'authentification, on l'exprime dans un petit texte. Par la suite, une inscription, la gestion des contacts, la gestion des tableaux de bord, la gestion des publications. Ici, dans la gestion des publications, on a deux sous-catégories, la gestion des recherches et la gestion du dépôt. Par la suite, troisièmement, on va parler des spécifications des besoins, comme on a dit, non fonctionnels. Comme on a dégagé les besoins suivants, les besoins d'utilisability, par exemple, le système doit être simple à utiliser. Les besoins de performance, donc le temps de traitement doit être optimal. Les besoins de disponibilité ou bien de fiability, le site web doit être disponible sauf en période de maintenance. Par la suite, on a les besoins de sécurité. Notre site doit garantir la confidentialité de nos données. Et enfin, on a par exemple le besoin ergonomique et convivial. C'est-à-dire que l'application web ou bien le site web doit fournir un environnement de travail convivial et facile à utiliser. Donc, dans le quatrième élément, la présentation des cas d'utilisation, c'est un élément indispensable. On commence par la présentation des acteurs. Donc, une petite définition d'un acteur. Par la suite, on doit énumérer les différents acteurs. Dans notre projet, on a par exemple l'administrateur. C'est l'acteur le plus puissant en termes de droits. Il possède un grand nombre de privilèges. Dans ce cas, c'est le seul responsable de la mise à jour et le contrôle de notre site. On parle aussi des chercheurs.
C'est un acteur qui offre des services offerts par notre site. Un chercheur peut être un fournisseur, docteur, enseignant ou étudiant en master de recherche. Il peut déposer ou chercher une publication ou bien consulter les statistiques. Donc, par la suite, on a un autre acteur qui est le responsable laboratoire. C'est un acteur qui permet de déposer les publications sauvegardées dans l'archive. D'accord? Donc, par la suite, on va parler des descriptions des cas d'utilisation. Je prends par exemple la gestion d'authentification. Donc, pour décrire ce cas d'utilisation, comme d'habitude, comme j'ai dit, on va utiliser le tableau suivant. Donc, c'est le premier cas d'utilisation. L'acteur intervenant à ce cas d'utilisation sont l'administrateur, les chercheurs, les responsables laboratoires, c'est-à-dire tous les acteurs doivent être identifiés. Donc, l'objectif pour ce cas d'utilisation, c'est de garantir la confidentialité et pour que ces acteurs puissent se servir des fonctionnalités système. Préconditions, ça veut dire préconditions, c'est-à-dire avant de commencer à exécuter ces cas d'utilisation, ces différents acteurs, chacun de ces acteurs doit avoir un compte. La post-condition, c'est-à-dire après l'exécution de ce cas d'utilisation, c'est-à-dire après l'authentification, on arrive à l'état que les acteurs, l'utilisateur ou bien les différents acteurs seront authentifiés. Le scénario nominal, c'est que l'utilisateur sera connecté au système et dirigé vers la page qui lui est destinée. C'est-à-dire après l'authentification, bien évidemment, on va se rediriger vers un espace bien déterminé. Le scénario alternatif, c'est que s'il s'agit d'une interdiction d'accès signalé, c'est-à-dire un problème, par exemple, d'authentification ou bien de connexion lui-même. Donc, le diagramme du cas d'utilisation qui décrit ce cas d'utilisation, c'est le suivant. Il suffit de relier les différents acteurs qui interviennent ou bien qui interviennent sur ce cas d'utilisation. Par la suite, je prends un autre exemple, le cas d'inscription, c'est-à-dire le cas de création de compte. Donc, c'est le deuxième cas d'utilisation, ou bien le cas d'utilisation numéro 2. Les acteurs intervenants sont l'administrateur et les chercheurs seulement. L'objectif pour les chercheurs doivent s'inscrire afin de poser un compte, de posséder un compte pour pouvoir déposer une publication. Alors que les administrateurs vont gérer ces comptes. C'est-à-dire, après l'inscription, l'administrateur doit soit activer, désactiver ces différents comptes nouvellement créés. La post-condition, c'est que l'administrateur doit être authentifié et le chercheur sera sur le site, c'est-à-dire il consulte le site pour s'authentifier ou bien pour saisir ces informations pour créer son compte, pour faire l'opération d'inscription. Donc, comme post-condition, donc après l'inscription, pour l'administrateur, il va gérer les inscrits. Pour les chercheurs, il sera préinscrit. Le scénario nominal, l'administrateur peut activer et désactiver un compte ou le supprimer, alors qu'un chercheur peut créer son compte en tapant les informations demandées. Donc, le scénario alternatif, une interdiction d'inscription est signalée à cause d'un problème, c'est-à-dire abus d'information ou bien, je ne sais pas exactement, vous pouvez chercher sur Internet les problèmes d'inscription. Donc, par la suite, c'est une figure qui explique ce cas d'utilisation qui est la gestion d'inscription. Donc, comme vous voyez, les acteurs intervenants sont les chercheurs et l'administrateur. Donc, avant de faire l'inscription,
Bien évidemment, l'administrateur doit être identifié et alors que le chercheur peut s'inscrire en créant un compte et l'administrateur va consulter la liste des inscriptions ou bien des comptes créés pour soit désactiver, supprimer ou l'activer. Donc, et comme ça, les autres cas d'utilisation doivent être résolus. C'est de la même façon. Je vais mettre dans la boîte de description de cette vidéo ce document, le lien pour télécharger ce document ou bien ce chapitre, comme vous voyez. Par la suite, on a ici par exemple, vous avez la gestion des recherches, vous avez la recherche simple et une recherche avancée. Par la suite, on a le diagramme du cas d'utilisation globale. Donc, comme vous voyez, les différents acteurs intervenant à notre système, avant d'entamer n'importe quel cas d'utilisation, on doit s'identifier. On a comme on a dit au début, les chercheurs, lorsqu'on a défini les chercheurs, on a dit qu'il s'agit soit d'un docteur, soit d'un étudiant, un enseignant, un professeur, qui peut soit gérer un tableau de bord par exemple, gérer ses propres publications ou bien gérer ses contacts, faire une inscription, soit il peut publier ou bien déposer une publication ou bien faire n'importe quelle manipulation sur cette publication, aussi bien pour l'administrateur, alors que le responsable du laboratoire intervient sur le cas d'utilisation, gestion de publication, juste pour déposer les publications qui sont archivées. Et bien évidemment, on va finir par une conclusion. Ici, vous pouvez faire le lien avec le chapitre suivant, qui est la conception du système. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Merci de s'abonner, de faire des j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis, d'inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne et à la vidéo suivante, la conception du système. Merci pour votre attention.